pas manquer le dépistage tous les 3 mois. Abstinence, bonne fidélité et préservatif. La conférence de ce matin vous a rassemblé autour du thème des infections sexuellement transmissibles. Et pour cela, il y a tout un programme, un cocktail de programmes qui a été concocté pour nous, pour que nous puissions chercher et trouver. Ce matin, déjà, avant que je ne vienne, on m'a dit qu'il y a eu un petit sondage. Le sondage, c'était pour savoir entre une grossesse et les infections, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Alors, est-ce qu'on peut applaudir pour accueillir les propos de Dr. Luc Brion? Merci. Merci à chacun et à tous. Je tiens d'abord à remercier chacun de vous pour votre présence parmi nous. Votre présence témoigne de l'importance que vous puissiez accorder à la santé communautaire et à votre propre santé. Aujourd'hui, nous allons parler des infections sexuellement transmissibles qui représentent de nos jours un véritable fléau, vu que la sexualité est devenue de nos jours très accessible à la population. On est jeune, on a accès au sexe, mais est-ce qu'on connaît réellement les réalités liées au sexe? Alors, pour cela, je vais vous présenter un sondage qu'on a eu à réaliser ce matin avec vous et avec quelques personnes qui nous suivent en ligne. Mais avant de présenter ce sondage, je tiens à remercier les différents partenaires et les organisateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette journée se passe bien. Alors, pour ce sondage, la question qu'on avait posée à nos participants était très simple. Entre une grossesse non désirée et les infections sexuellement transmissibles, qu'est-ce qui faisait le plus peur? Alors, vous avez le résultat qui passe devant vous. On voit que 82% des personnes qui avaient répondu à cette question avaient peur des grossesses non désirées. Seuls 10% avaient peur des infections sexuellement transmissibles et 6% avaient peur des deux. Il y a des participants qui n'avaient peur ni de la grossesse ni des infections sexuellement transmissibles. Alors, je ne vais pas commenter ces différents résultats qui se présentent devant vous. Je vais laisser la place à mes successeurs qui viendront vous entretenir sur les infections sexuellement transmissibles. Et ces différentes infections, ils vont nous dire si les gens ont peur de la grossesse, ils ont les raisons. S'ils ont peur des IST, quel est réellement le niveau de peur que chacun devrait avoir pour les infections sexuellement transmissibles. Alors pour cela, je vais inviter deux de nos danseurs, Dr. Alcès Bakili et Dr. Joannick, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Alors, au menu du jour, nous aurons à parler des infections sexuellement transmissibles. Qu'est-ce que c'est qu'une infection sexuellement transmissible? Ensuite, nous allons aborder les différentes infections sexuellement transmissibles qui sont fréquentes. Ensuite, nous allons voir la prise en charge et enfin, nous allons vraiment insister sur la prévention. On dit IST, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est. Alors, les infections sexuellement transmissibles, ce sont des infections transmises soit par le sang, par le sperme, par le liquide vaginal ou autre fluide corporel. Et ça peut être lors des rapports sexuels, que ce soit anal, oral ou rectal, avec une personne infectée. Maintenant, si ces infections se manifestent par des signes, on les appelle des maladies sexuellement transmissibles. Il faut juste retenir que ces infections ont plusieurs origines. Donc, nous avons les origines bactériennes, virales, parasitaires et même fongiques, sont causées par les champignons. Alors, le poids de ces infections sexuellement transmissibles aujourd'hui. D'après les études, on a constaté que parmi les personnes âgées de 15 à 49 ans, pratiquement 1 million contrats IST par jour. Et chez les femmes, on a constaté que 311 000 décès sont dus au cancer du col de l'utérus, surtout lié au human papillomavirus. Et dans le monde entier, environ 40 millions sont infectés par le VIH-Sida. Ici, au Bénin, qu'est-ce qui se passe? On a remarqué
que 1,2% de la population a une IST. Et parmi ces 1,2%, nous avons carrément 2,9% chez les travailleuses de sexe. Les modes de transmission, outre les rapports sexuels, nous avons le contact étroit avec une personne infectée ainsi que la transmission de la mère à l'enfant lors de la grossesse, pendant l'accouchement ou même lors de l'allaitement maternel. Quand on constate qu'une personne qui est infectée, on le pointe du doigt. On dit, ah, on ne peut plus s'approcher de cette personne, alors que ce n'est pas vraiment le cas, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, il faut s'approcher de cette personne pour l'aider dans cette phase qu'elle est en train de traverser. Ensuite, nous avons les activités liées, les activités sexuelles non protégées, avec un ou plusieurs personnes. Nous avons les croyances religieuses et aussi la faible sensibilisation. Il faut aussi retenir que la syphilis est une maladie qui évolue très très lentement et sur une longue période. Donc ça peut évoluer sur 20 ans. Donc, dans la phase vers les 20 ans comme ça, vous allez commencer par voir maintenant, comme sur la photo, de petites plaies des plaques au niveau de la paume des mains et sur le corps. Donc, bon, quand on voit ça, on dit j'ai des dermatoses, mais l'origine réelle là, on ignore ça. Donc, on doit se faire dépister. Vous voyez l'image là, vous allez vous dire peut-être que c'est une femme enceinte, mais ce n'est pas le cas. C'est bel et bien un homme qui a un gros ventre comme une femme enceinte. Et il y a un adage qui dit que quand la femme tombe enceinte, elle va accoucher où? La femme accouche où? À la maternité. Mais quand l'homme tombe enceinte là, il va accoucher où alors? Pardon? Je n'entends pas. À la maison. Il va accoucher dans la tombe. Il ne va pas accoucher à la maison, ni à l'hôpital, il va accoucher dans la tombe. C'est pour vous dire que c'est une maladie qui tue progressivement. Et c'est mieux de l'éviter. Quand vous avez l'hépatite, après vous allez faire une cirrhose, vous allez faire un conseil de foie, et vous allez vous retrouver dans cet état-là. Donc, ne pas contracter voudra dire qu'il faut forcément faire son vaccin parce qu'aujourd'hui, les vaccins sont disponibles. Et ce n'est pas un vaccin où vous irez faire une dose et aller vous coucher à la maison. Non. Il faut nécessairement faire tout ce que le médecin dira et prendre les 3 doses pour savoir que oui, je suis immunisé. Et même ça, quand vous prenez les 3 doses, ce n'est pas fini. Il faut un suivi. À chaque fois, il faut aller reposer les anticorps pour voir comment vous êtes au niveau de côté immunité. Donc c'est très important. Alors, il faut juste retenir qu'il y a des infections qui ont des traitements qui envoient vers la guérison. Par contre, il y a d'autres dont le traitement n'envoie pas vers la guérison, mais ça permet de ralentir la multiplication virale. Donc, vous avez le virus, mais seulement que ça ne va plus se multiplier. Et vous allez rester stationnaire. Donc, parmi les infections concrètes et qui arrivent vers la guérison, nous avons la chlamydiose, la gonococcie, la syphilis, le champignon et la trichomonose vaginale. Ceux qui sont sans traitement, vous allez voir qu'on a mis l'infection à VIH en rouge, l'hépatite B et C en rouge. Aujourd'hui, on dit qu'il y a un traitement, mais ce n'est pas un traitement pour vous guérir, non. C'est un traitement pour ralentir l'évolution de la maladie, donner des forces à vos anticorps pour ne pas que vous fassiez. Comment se fait la prévention? Voilà, non, c'est la méthode A, B. Dites avec moi, non? On connaît toute cette méthode. C'est la méthode A, B, C, D. Donc, l'abstinence. L'abstinence, quand on dit ça aujourd'hui, tout le monde se met à rire. Et monsieur souriait légèrement. L'abstinence, vous pouvez décider jusqu'au mariage de ne pas avoir de partenaire sexuel. C'est votre choix. Mais bon, si quelqu'un voit que je ne peux pas rester comme ça, la bonne fidélité. Tout le monde dit, ça c'est que non. Oui, c'est pour cela que je passe à la bonne fidélité, je ne tape pas sur ça. La bonne fidélité, vous avez un seul partenaire sexuel et vous vous y tenez. Ensemble, parce que vous pouvez être fidèle et l'autre ne sera pas fidèle. Donc, à vous de voir. Le C, c'est le condom, les condoms et les lubrifiants adaptés. Là, je vais dire quelque chose qui va vous choquer. La salive, c'est pas un lubrifiant.
La salive, c'est pas un lubrifiant. On peut répéter de la salive. Ensemble, la salive. Exactement. Donc, les lubrifiants adaptés, vous pouvez en trouver dans les Mais je pharmacies. veux dire, il faut pas oublier le savon, c'est pas aussi. Ah oui, le savon aussi, c'est pas un lubrifiant. Le gombo, c'est pas un lubrifiant. Et enfin, nous avons le dépistage régulier. Le dépistage régulier, vous pouvez vous rendre à l'hôpital à tout moment et demander un préservatif. On en a de 3 types. Pas de 2. Le plus répandu, c'est ceci, le condom. Les préservatifs masculins. D'accord? Le deuxième, c'est le féminin. Préservatif féminin. Et le dernier qu'on voit très rarement, c'est les préservatifs qu'on porte sur la main. D'accord? Ceux qui aiment aller se promener là, partout. C'est ça. Comment on contrôle la qualité du préservatif? Quand vous avez accès à un préservatif que vous voulez utiliser, quel que soit le cas, la première étape, vérifiez si votre préservatif glisse dans son sachet. D'accord? Vérifiez simplement s'il glisse. S'il glisse, c'est comme il faut en train de le dire tout à l'heure, que voici il y a de l'air. Même avant la date de péremption, vérifiez s'il y a de l'air. Est-ce que si vous vérifiez que c'est périmé et que vous avez du lait sur le feu, vous allez éteindre le feu? Non. Donc assurez-vous déjà que ça glisse. C'est la première de toutes les étapes. Si c'est percé, quelqu'un l'a percé exprès, ça ne doit que ça ne va pas glisser. Ça va coller tout de suite. Mais quand vous tournez les 4 côtés que vous voyez que ça glisse là, c'est que c'est bon. C'est la première étape. D'accord? La deuxième étape, la date de péremption. D'accord? La troisième étape, savoir le déchirer. Dans les mains, ne déchirez pas avec les dents. Vous allez toucher sans le pouvoir le préservatif. C'est faire la partie ciselée, c'est ça qu'il appelle le sachet contrôlé. Ciselé là, c'est fait exprès là, c'est facile. Quand on met le doigt là, sans les ongles, le bout des doigts comme ça, et on fait comme ça se déchire facilement. C'est déjà déchiré. Une fois que c'est déchiré, essayez de sortir votre préservatif en toute sécurité. Une fois que le préservatif est dehors, faites attention. Ne renversez pas le chapeau de l'aide. Ça, vous voyez, c'est bien. C'est en haut là. C'est là où il faut pincer avec le bout des doigts. Pas les ongles. Si vous y mettez les ongles, ça va se déchirer. Il y a rien à faire. Donc, mettez le bout des doigts pour pincer. C'est bon? Une fois que c'est pincé, et que vous êtes prêt, vous le mettez. Vous le gardez toujours pincé. D'accord? Et vous faites ça. Tellement de efforts qu'il me s'informer par rapport à la situation. Alors, je veux rapidement faire aux invités, M. Sewa, qui est le président de l'Office des droits de l'auteur. Merci pour votre accompagnement, aussi pour la promotion du leadership de l'engagement du citoyen.
Je veux remercier M. Chabi pour Youssouf, directeur administratif de la clinique John Hopkins. John Hopkins est une clinique spécialisée en gynécologie obstétrique. Nous avons également des services de médecine, de pédiatrie, des urgences et un bloc opératoire. Pour votre santé, nous vous appelons. Je veux remercier également le promoteur, Dr. Nour Bourguet, un père, un leader qui va accompagner pour ce projet. Merci pour moi. Je veux également dire mes remerciements à Madame Pauline Adjaou, représentante de CARE Bénin Togo, une organisation reconnue pour son engagement en faveur de la cité, des droits humains et du bien-être des communautés. Je veux remercier aujourd'hui un homme très important dans ma vie, mon père, M. Ambissali Moussafino, et il est le directeur général de la Société africaine de gestion et des formations. Merci papa pour Alors, on va voir qui a gagné. La dame a mis 2 boules, le monsieur en a mis une seule. C'est comme les prolongations de football. On y va, go! On reprend. On subit, on reprend. Elle a mis. Il a mis. On reprend. Ça finira un jour. Monsieur à droite, à porter. Merci à vous. On les accompagne s'il vous plaît, pas que pour vous, monsieur. Et pour vous autres, vous avez un tapis de souris.
Gemma, je ne vais pas ajouter à celui qui vient de faire des jeux, qui est responsable d'un espace de jeu de société dédié à la population. Nos remerciements à la société Boussois, spécialisée dans l'impression numérique et les enseignes. Nous remercions également le laboratoire DAFRA, un laboratoire spécialisé dans la vente des médicaments et spécialisé également dans la portaline et en oméga 3 que c'est vraiment important pour une bonne santé immunitaire. Alors, nous remercions pour l'accueil. Nous remercions également Elka qui nous accompagne depuis des années pour les conférences, les panels et tout. C'est le réalisateur de nos affiches. Merci à lui. Nous remercions également l'ONG APE OVS pour l'accompagnement. Alors, vous avez des badges à la main. Alors, ces badges sont donnés pas juste pour faire la beauté. Nous avons eu une réduction considérable des tests de l'hépatite B, de l'hépatite C avec la syphilis. Ce sont des tests qui se font à 10 000 chacun, c'est-à-dire ça revient à 30 000. Et avec l'ONG, nous avons eu une réduction jusqu'à 1500 par test, c'est-à-dire les 3 tests feront 4500. Vraiment, ça nécessite des opérations. Alors, avec ce badge-là, vous avez l'autorisation de faire ce test-là. Tout à l'heure, nous aurons un stand où vous allez venir vous inscrire si vous le voulez. Mais franchement, je vous conseille de faire ces tests-là. Alors, nous remercions également la société SHD SAL, spécialisée dans la gestion immobilière, achat et vente des produits agricoles. Hier, je ne sais pas, mon père, M. Amadi Salé. Nous remercions également l'Office béninois des leaders pour son accompagnement, représenté aujourd'hui par le président, M. Serge Sewa. Et mes remerciements et encore une fois à la clinique John Roth, à son promoteur, Dr. Lotoré, pour l'accompagnement depuis des années. Un leader, un père, et merci pour tout ce qu'il fait pour son officiel. Nous remercions également Michel Pire pour la couverture médiatique. Nous remercions également l'entreprise Sinono, une marque béninoise spécialisée dans l'eau. Voilà, vous êtes rafraîchis tout à l'heure. Nous remercions cette entreprise pour la qualité d'eau. Nous remercions également Speed Food, une entreprise spécialisée dans la restauration et dans la pâtisserie. Les pains que vous avez pris tout à l'heure, c'est eux qui nous ont accompagnés sur ça. Nous remercions également l'entreprise OMP, spécialisée dans la location des matériels, qui nous ont également accompagnés. Et nous remercions la télévision nationale qui est ici avec nous pour l'accompagnement. Merci, chers Christian. Le de ce premier panel, c'est l'IST dans le couple. Que faire? Et justement, pour répondre à cette question, j'ai envie de vous demander donc, est-ce que vous pensez vraiment que un conjoint ou une conjointe doit déclarer son IST à sa conjointe ou à son conjoint? En prime abord, dans une relation, je pense qu'il faut de la confiance et de la clarté. Et l'éducation sexuellement transmissible, pour moi, c'est qu'il faut le déclarer. Quel que soit le type de l'éducation. Parce que la vie de l'autre dépend. En termes d'IST, dans le groupe, il peut être sincère. Maintenant, si c'est une IST peut-être due à une difficulté, là c'est différent. Mais en toute chose, que ce soit une IST due à une difficulté ou une IST sur la contact entre le couple, pour moi, tant que médecin, il faut le déclarer parce que le traitement se fait en couple. Parce que lorsque l'autre ne déclare pas son IST, son conjoint à sa conjointe, s'il est traité du seul et que la conjointe a été peut-être contaminée, elle n'a pas de traitement pour l'autre, pas de traitement. Alors, il faut savoir aujourd'hui que n'importe quelle relation que vous entretenez
doit se baser sur la confiance. Et la confiance doit être la clé de n'importe quelle relation. Autre élément important, la communication. Il faut que ce soit la base de votre relation. Quand vous avez confiance et vous communiquez bien, ça passe très facilement. Oui, il faut déclarer son IST, même à vos ex. Ça ne coûte rien de les appeler. Ah, monsieur, je sais que c'est fini entre nous, mais voilà, j'ai une situation de santé. Certes, aujourd'hui, on a peur que les gens sortent nos secrets après une relation. On a peur de la stigmatisation, mais n'oubliez pas une chose. Il y a Dieu qui nous regarde pour tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et si on doit porter préjudice à quelqu'un, il faut savoir quand même qu'il y a un jugement de lui. Et oui, il faut déclarer son impression sexuellement transmissible, soit à son partenaire ou à sa partenaire, et même à ses ex. Si laisse-elle ressent. Merci. Je partage le même avis aussi. Mais je dirais moi que le couple ne se limite pas qu'aux partenaires sexuels. Le couple, ça peut être quelqu'un avec qui on travaille, on forme une équipe, pas un assemblage de 2 personnes. Je dis ça parce que je suis en train de penser à un cas où j'ai reçu une dame qui est coiffeuse, qui travaille avec une collègue à elle, très souvent. Par la force des choses, sa collègue est allée, on lui a détecté une infection sexuelle. Elle a appelé sa collègue qui est coiffeuse pour lui dire on m'a découvert une infection sexuellement transmissible. Je pense qu'il faut que tu ailles te faire des tests. Vous voyez un peu la morale qui est dans ça. Donc c'est pour dire que oui, il faut obligatoirement déclarer son IST quand on est en couple, quel que soit le couple qu'on forme. D'accord? Parce que c'est une obligation relationnelle, je vais dire. C'est ça qui vous permet de montrer votre morale, votre engagement dans cette relation. On dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Je vois 3 personnes du corps médical qui me disent que quand on chope une IST, il faut forcément en parler à son partenaire, même si ça a une provenance d'infidélité. Moi, je suis un peu perdu dans cette affaire. Alors, la question que moi je vais vous poser, c'est comment est-ce qu'il faut aborder la question avec son conjoint? Mais qui dit que IST égale à infidélité? On ne sait pas. Et on ne peut même pas savoir par quel moyen on l'a eu. Je pense que si le sujet est sur la table, il faut préparer celui qui est en face de soi. Commencez par un sujet d'actualité. Un peu comme pour dire, cette temps-ci on parle beaucoup de IST, on sensibilise les jeunes, qu'en penses-tu? Pour voir un peu les a priori que celui qui est en face de vous a sur le sujet. Et commencer à travailler sur ces a priori-là, un à un. Celui qui est en face de vous a un être humain, fait de chair et de sang. Si vous allez lui jeter à la figure au moment où il a faim, ou qu'il est rentré du travail de très mauvaise humeur parce que quelqu'un lui aurait tapé sur les nerfs, soit il a fait une date de 48 heures par exemple, et il est resté au bord de crise. Parce qu'il est peut-être resté debout à courir pendant les 48 heures. Et maintenant vous venez là, lui jeter à la figure qui était évidemment que ça va mal se passer. Préparez toujours le terrain en commençant par un sujet d'actualité. Ou aller chercher un film ou quelque chose qui parle d'IST, doucement comme ça, et proposer le dépistage, même si vous avez déjà fait le vote et vous savez votre résultat. Est-ce qu'on ne va pas penser à et amener la personne à adhérer à cette décision-là que vous êtes en train de lui proposer, à ce sujet-là que vous êtes en train de lui proposer. Et maintenant, repartez d'un commun accord pour aller faire le test. Dans tous les cas, vous savez que vous avez déjà fait pour vous, c'est positif. Donc, amenez l'autre à aller faire pour vous. Si vous pouvez aller faire ensemble, c'est bon. Si vous n'avez pas l'emploi du temps ne concorde pas,
organisé pour toi-même. Il faut que chacun y fasse de son côté. Merci, M. Peggy. Je vais enlever ce tabou d'abord. Il faut savoir qu'on a parlé des IST aujourd'hui, que ce sont des infections sexuellement transmissibles. Mais ces infections ne se transmettent pas uniquement par la voie sexuelle. Il faut que les gens comprennent déjà ça. Que ce n'est pas parce que j'ai eu le VIH que j'ai été infidèle et autres. Vous pouvez avoir le VIH en allant chez votre coiffeuse, en allant faire des pédicures, manicures, en allant je ne sais où, en utilisant une lame inadaptée, en utilisant des objets, et même à l'hôpital où le soignant ne fait pas attention aux différents éléments qu'ils utilisent pour faire des soins. Non, l'IST, oui, par voie sexuelle, mais ce n'est pas uniquement la seule voie de transmission. Autre élément qu'il faut insister, c'est la communication dans un couple. Vous ne vous choisissez pas pour être des étrangers pour vous-même. Si vous avez choisi quelqu'un, c'est que vous connaissez la personne, c'est que vous arrivez à communiquer avec cette personne sans problème, sans tabou et avoir une liberté d'expression où on se fait confiance. Donc c'est vraiment important d'éliminer déjà certains tabous. Et je vais revenir sur ce que Mme Victoire a dit. Il faut savoir choisir son moment pour parler de certaines choses dans le couple. Non seulement les IST, mais également d'autres situations, parce qu'il y a des gens qui sont très malheureux dans le couple, mais ils sont dedans. Alors, il y a de ces cas où, par exemple, l'IST apparaît dans un couple. Je prends une étude de cas, les deux partenaires s'en rendent compte. D'accord? Les deux vont se poser la question, mais nous deux on a ça, d'accord, mais qui a ramené ça dans le couple? Comment est-ce qu'on peut savoir déjà, est-ce que c'est possible de savoir qui a ramené l'IST dans le couple? Si oui, comment on s'y prend? On ne peut pas savoir forcément qui a ramené l'IST dans le couple. Parce qu'il y a des IST que vous constatez avant même d'être en couple avec votre nouveau partenaire et qui se révèlent dû à plusieurs facteurs. Donc, avoir une IST dans le couple ne veut forcément pas dire que c'est toi qui m'as contaminé ou bien c'est moi qui t'ai contaminé. Ça peut être une IST antérieure qui se réactive ou bien à cause des facteurs qui s'est déclenché. Voilà. Je vais dans la dynamique de Dr Akambi. On ne peut pas savoir qui a ramené l'IST dans le couple. Les présentations de tout à l'heure nous ont dit qu'il y a des IST qui peuvent rester asymptomatiques pendant plusieurs années. Et il faut des facteurs un peu comme une grossesse ou une autre maladie pour révéler qu'il y a IST parce que l'immunité est fragilisée. Et quand c'est comme ça, comment on peut savoir? C'est vrai que l'instinct nous pousse à chercher qui a ramené, surtout si les deux partenaires présentent les signes. Mais c'est une réaction face à la douleur. Parce que j'ai mal de me retrouver dans cette situation-là. Il faut que quelqu'un paye le prix. Alors, je vais commencer par une histoire que j'ai vécue personnellement en 2021 à Conakry, où en couple, après le dépistage d'une hépatite virale B de la femme, le mari dépose le divorce sur la table. Tu m'as trompé, je ne peux plus continuer à vivre avec toi et autres. Alors, on a fait la prise en charge de la dame et on a continué à suivre la dame. Le mari, il était trop pressé de divorcer parce que pour lui, c'est inadmissible. Vous savez, quand un homme se sent cocufié, ça fait très mal. Hein? Quand on fait ça aux femmes, on se dit les tout puissants. Mais quand elles nous font ça, ça nous fait vraiment mal. Et l'homme se sentait cocufié, il ne voulait plus de la femme. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui avait ramené l'IST dans le couple. Il avait déjà eu une hépatite virale B dans le passé. Il est guéri. On peut en guérir de la maladie, même sans traitement. Il est guéri. Et pendant qu'il connaissait la dame, il était toujours en phase de réplication. Donc, il a eu le temps de guérir. Mais la dame, malheureusement, n'est pas guérie de son hépatite. Elle a traîné ça jusqu'au moment où nous on dépiste la femme. Mais lui, il est guéri, il a refait son test, il est négatif. Pour lui, ce n'est pas lui qui a contaminé la dame. Il a fallu des mois après, dans les processus de divorce, qu'on décide d'aller faire la titration des anticorps. On est allé, on a fait la titration des anticorps. On voit qu'en réalité, c'est lui le fautif
et non la dame. Parce que la dame nous a ramené un test avant que le couple ne se mette ensemble. Donc d'abord, il faut savoir qu'il faut se dépister avant de se mettre en couple. Et non, vous ne pouvez pas savoir réellement qui a ramené l'IST dans le couple. Ce n'est pas possible. Et on peut les analyser au cas par cas pour pouvoir déterminer en gros qui peut être le coupable. Mais je dis une chose, ça ne sert à rien de chercher qui a ramené l'IST dans le couple. Soignez-vous si c'est soignable et puis on passe à autre chose. Parce que quand vous commencez par chercher des preuves, c'est que vous voulez utiliser ça. Moi, j'ai demandé à une femme un jour, bon, aujourd'hui, si on te dit que c'est ton mari qui a ramené l'IST dans le couple, vas-tu divorcer? Elle me dit non. Alors pourquoi tu cherches l'information? On se soigne et puis on passe à autre chose. Mais dit qui a ramené, c'est l'être humain qui veut vraiment comprendre la chose, qui veut comprendre sa situation, qui veut vraiment avoir le cœur net. Mais honnêtement, ça ne sert à rien. Discutez entre vous, pardonnez-vous s'il le faut et on avance. Merci. Entre-temps, on a abordé la question de sexualité avec les adolescents. Aujourd'hui, on se rend compte que les enfants sont beaucoup précoces et déjà à partir de presque 14 ans, ils commencent avec l'acte sexuel. Et justement, devient une histoire, c'est deux parents qui ont appelé leur fille adolescente, qui leur dit, écoute, chérie, aujourd'hui, avec ton âge, il faut qu'on aborde quelque chose de très intéressant et de très important avec toi. Et donc, assieds-toi, on va discuter. Donc, après, la fille demande, de quoi on veut parler? Et là, les parents disent, bon, aujourd'hui, nous allons commencer avec le sujet du sexe, de la sexualité. Et là, la fille sourit et dit à ses parents, qu'est-ce que vous voulez savoir? Aujourd'hui, face à ce état de choses, vous par exemple, vous avez un enfant de 6-7 ans, vous voulez aborder la question de la sexualité avec lui, comment est-ce que vous vous y prenez? Sans faire rire, bonne question. Vous savez pourquoi? J'ai vécu, c'est comme si vous m'observiez et que c'est de moi la télépathie est partie. Je suis sincère dans ce que je veux dire. La semaine passée, je visualisais une vidéo sur mon smartphone où j'étais avec ma conjointe et mes deux enfants. Ma fille, elle a 5 ans. Et vers le moment où deux adultes s'embrassaient, c'est ce qu'a été sa réaction, exactement ce que vous avez dit. 7 ans. Bon, elle a déjà fait 7 ans, 6 ans, elle a fait comme ça. Ça m'a dit, pour observer rapidement la réaction de chacun dans la salle. Le petit, lui, non, oui, bon, il a 3 ans, il ne comprenait rien. Le lendemain, elle s'est lavée pour aller à l'école et elle sortait nue de la douche pour aller chercher ses uniformes dans une autre chambre. Quand moi je me suis levé et on s'est croisé dans le salon, elle a fait comme ça. Je vous jure. Et elle a couru vite. Elle dit, mais elle vient. Pourquoi tu as couru? Elle vient. Elle faisait que sourire. Elle vient. J'ai donc compris. Attention. Tiens. Quelque chose a changé. À cet âge-là, sous mon toit, je dois prendre des responsabilités. Et j'ai dit à sa mère, ces enfants ne sont plus des enfants, malgré leur âge. Ils ne sont plus des enfants. C'est-à-dire, j'étais étonné de la réaction et il y a un pasteur donc qui m'a tout interpellé. Nous parlons, nous restons à la maison, nous partons à nos occupations. On les envoie à l'école et on va les chercher dans la famille. Mais tout ce qui se passe à l'école durant toute une journée, on ignore. Les enfants, en réalité, l'école constitue une autre instance de socialisation où beaucoup de choses peuvent s'apprendre. Et on ignore cela en tant que parents.
On pense que forcément aller à l'école, c'est aller apprendre, lire les leçons, faire des exercices et rentrer. Non, beaucoup de choses se font et on est obligé de suivre d'une manière ou d'une autre cela en parfaite connexion avec les enseignants à l'école et même les professeurs à la maison. C'est difficile aujourd'hui d'aborder la question de la sexualité avec ses enfants. Et si on fait un petit sondage dans la salle, je suis sûr que très peu ont déjà parlé de la sexualité. Très peu de filles ont déjà parlé de la sexualité avec le père et très peu de garçons ont déjà parlé de la sexualité avec le père. Pourtant, ça devrait être une relation croisée. Les pères sont plus à l'écoute de leurs filles et les mères sont plus à l'écoute de leurs garçons. Sauf que on préfère écouter tout sauf l'essentiel. On est câblé sur aller à l'école, on est câblé sur payer la scolarité et comme je l'ai dit, le grand conseil c'est demander son numéro, demander le numéro et ça s'arrête là. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se surpasse. Il faut qu'on comprenne que le monde dans lequel on vivait avant a changé ou a évolué. Je ne dis pas changé ou a évolué. Et que les accessibilités qu'on avait avant, on n'a plus les mêmes accessibilités aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas télé. Même la télé avant, c'était de réserve à un certain type de monsieur qui pouvait les avoir. Aujourd'hui, même les enfants manipulent même plus le téléphone que leur maman. Les petits garçons manipulent plus le téléphone que leur papa. Donc, il y a une accessibilité aux nouvelles technologies qui a changé. On ne peut plus se passer des nouvelles technologies, c'est pas possible, mais on peut les réadapter à notre quotidien. On peut savoir où et quand et comment les utiliser. Si on laisse la mondialisation nous surpasser, on sera victime de la mondialisation au lieu de profiter de cette mondialisation aujourd'hui. Si vous êtes parent, si vous avez déjà des enfants ou si vous envisagez, sachez que le rôle parental n'est pas un rôle à prendre à la légère et le rôle d'un père ou d'une mère ne suffit pas de ramener la nourriture, d'habiller les enfants, d'aller faire les vacances. La preuve, les enfants les plus gâtés sont les enfants de riches. Il faut attendre que le besoin se fasse. Il ne faut pas appeler l'enfant ou mettre des choses dans la tête s'il n'en a pas besoin. Mais si le drame est arrivé avant, parce que le besoin peut ne pas se créer, mais l'enfant fait des choses en cachette. Comme il l'a dit, les enfants vont à l'école, on ne contrôle rien, on les soirs. Un parent qui a un enfant de bas âge, l'enfant présente toujours des signes. Il a dit tout à l'heure, ma fille se cache le cesse. Sans besoin qu'elle exprime, même si c'est calme. Il faut attendre que le besoin se crée. Si le besoin n'est pas en place et que vous parlez à l'enfant ne va même pas pouvoir assimiler l'information à quelque chose dans son côté. Vous allez parler, ça va être comme si vous avez cette chose sur le côté. Que le besoin de côté, constater un changement ou un comportement qui n'est pas anodin chez cet enfant-là. Appelez-le, faites-le asseoir et discuter, un peu comme vous discutez avec votre femme, avec votre enfant ou avec vous. D'accord? Parlez de ce besoin. Si vous le constatez, au niveau de l'adolescence et les filles, il y a la conciliation qui quand même marque une étape importante. Il faut appeler sa fille pour lui parler de société, de sexualité, lui expliquer. Et chez les hommes, on fait comment on le changement de la voix, l'apparition des fois, il faut l'appeler, lui faire asseoir et lui parler. Parce que c'est à ces moments-là qu'ils sont plus poussés à aller à la recherche de partenaires sexuels. Je vais remercier les trois panélistes. Merci vraiment pour les apports qui ont été faits par les uns et par les autres. Merci à nos chères organisatrices qui ont créé ce creuset-là pour qu'on se retrouve, pour qu'on échange sur des questions aussi sensibles, mais de façon aussi
décontracté. Et comme M. Sewa disait, merci à vous d'être venus, d'avoir sacrifié votre samedi matin. On sait ce que le samedi représente pour nous jeunes. Donc, merci d'être venus, merci d'avoir soutenu la cause et à très bientôt. Merci. Alors aujourd'hui, une IST, c'est toutes les infections que vous contractez par voie sexuelle, que ce soit en faisant des rapports sexuels par voie anale, par voie vaginale, par voie orale. Et ces IST, quand elles se manifestent, on les appelle les maladies sexuellement transmissibles. Donc, IST plus symptômes égale maladie sexuellement transmissible qui fait la différence des choses. Les IST ont plusieurs origines, peuvent d'origine bactérienne, virale, liée aux champignons ou aux parasites. La plus fréquente, c'est le Human Papillomavirus, qui est très peu connu de la population. Ce qui est plus connu, c'est les virus de l'hépatite B, le virus de l'immunodéficience immune qu'on appelle communément le VIH et dans les phases avancées qu'on appelle le SIDA. Et il y a également le virus de l'hépatite qui est connu, les virus de l'herpès. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous ont déjà vu des lésions vésiculaires sur les lèvres de quelqu'un, on dit boutons de fièvre et autres. Ce sont des éléments qu'il faut checker à la longue pour voir réellement si c'est vraiment un bouton de fièvre. Je ne vais pas dire. Durant ce panel, on a expliqué que la majeure partie des infections sexuellement transmissibles évoluent de façon asymptomatique. C'est-à-dire vous êtes en bonne santé, vous avez une infection, mais vous ne ressentez rien. Et quand c'est comme ça, dans nos coutumes, on va moins à l'hôpital. Et comme la majeure partie des maladies, on se retrouve au niveau des complications, c'est-à-dire depuis certains couples, quand ils viennent pour des problèmes de conception, on découvre certains couples, notamment dans le VIH, quand les signes de l'immunodépression s'installent ou des maladies opportunistes s'installent, ou d'autres personnes quand ils ont un cancer lié aux IST, ou un cancer du foie, ou les hépatites quand ils développent leur cirrhose hépatique. Donc, quand on ne se dépiste pas aujourd'hui, on est exposé à faire des complications liées à ces IST. Et on a vu tout à l'heure qu'il y a des IST, notamment qui peuvent évoluer sur 20 ans ou même plus, et qui même peuvent donner des AVC chez le malade qui n'est pas bien suivi et qui n'est pas bien pris en charge. Le traitement aujourd'hui pour les IST d'origine bactérienne, elles ont un traitement, mais les IST d'origine virale n'ont pas pour la plupart de traitement. Outre l'hépatite virale B qui se guérit elle seule, sans traitement chez 80% des malades qui ont développé la maladie. Ce qui entraîne le sous-diagnostic d'ailleurs de la maladie parce que vous pouvez avoir la maladie aujourd'hui, en guéri sans ressentir un signe lié à la maladie. Et là, ça pose un véritable problème parce que vous avez le virus, vous contaminez une bonne partie de la population et vous guérissez tranquillement, alors que vous avez fini de partager le virus à vos partenaires, à vos proches, ainsi de suite. Donc, le message aujourd'hui, c'est que les IST aujourd'hui sont une réalité. Et avec l'émergence de la sexualité facile, je dirais, aujourd'hui, nous savons que les jeunes ont un accès facile à la sexualité précoce, et les parents aussi qui ne donnent pas vraiment la bonne information. Je dirais, ils n'ont pas réellement cette information, mais quand on est parent, ça ne se limite pas à donner des conseils du genre, ne voyez pas les hommes, ne fréquentez pas les filles, ne fréquentez pas les hommes, non. Ça va au-delà. Si vous ne connaissez pas l'information, allez à la quête de l'information. Il y a des agents de santé. Et le Bénin aujourd'hui en matière de santé a fait un progrès énorme et qui est vraiment salutaire pour tous les efforts que le gouvernement fait aujourd'hui en matière de santé, surtout sur la santé publique. Et il y a la vaccination également. Les vaccins aujourd'hui ne sont pas faits pour détruire la fertilité des enfants. Allons vacciner nos filles contre le Human Papillomavirus par exemple. Le vaccin il est gratuit. C'est déjà un effort louable. Si on dirait aux gens de venir acheter, là c'est compliqué. Mais on dit que la chose elle est gratuite. L'État met beaucoup de moyens, mais il y a toujours des personnes mal intentionnées qui n'ont vraiment pas la bonne connaissance de la chose. Et malheureusement, ils sont sur TikTok, sur les réseaux sociaux, ils sont les plus écoutés. Nous autres, on n'est pas trop nombreux. Les gens ont du mal à aller vers un agent de santé pour leur dire « Ah voilà, j'ai tel problème, j'ai tel problème ». Donc aujourd'hui, nous sensibilisons tout le monde. Non seulement le gouvernement pour mettre en place plus de sensibilisation,
les parents à jouer un rôle plus poignant dans la sexualité des enfants. Il ne faut pas les laisser à l'air libre à la sexualité de la rue. Oui, ils font ce qu'ils peuvent parce qu'ils ne savent pas les réalités liées à la maladie. Et nous, agents de santé, nous nous mobiliserons toujours à donner des consignes à chaque fois pour le demander. Et moi, je crois que chacun de nous a son rôle à jouer. Même vous, les journalistes, vous avez votre rôle à jouer. Comment annoncer à son partenaire ou à sa partenaire qu'on a une IST? Plusieurs cas de figure ont été donnés lors du panel, dont les approches de solutions. Quand on connaît son partenaire, s'il est peut-être nerveux ou dépressif, l'essentiel, ce n'est pas d'aller directement, c'est de trouver des stratégies. Soit une personne qui sait vraiment parler à cette personne, parce que tu peux être époux ou épouse de quelqu'un sans avoir les techniques adéquates pour pouvoir temporiser cette personne. Donc, trouver une personne de confiance et que cette personne soit votre intermédiaire. La première des choses, d'abord, avant ça, c'est de voir carrément son médecin. Le médecin trouvera des mots doux, calmes, qui va tourner autour du pot, franchement, pour expliquer au cas ou bien à la dame ou au monsieur que le ou la partenaire a une infection sexuellement transmissible. Pour un cas pratique, j'ai déjà vu un médecin qui, la femme était HIV positive. Maintenant, pour faire le truc, il a appelé les deux partenaires. Il a switché les résultats. Donc, il a dit au monsieur que c'est lui qui a le VIH et que la femme, elle est négative. Et le monsieur, il a pris sportivement. Il a dit, OK, c'est pas grave, je vais me soigner. Je vais également dire à ma femme de se soigner. Et après qu'on l'a dit, on a dit maintenant, monsieur, vous êtes négatif, mais la femme, elle est HIV positive. Et ça a diminué l'information. Donc, il faut aller vers le personnel médical, trouver quelqu'un qui puisse être votre intermédiaire si vous ne connaissez vraiment pas le tempérament de votre partenaire. Il y a des IST qui ne sont pas dus à une infidélité. Donc, du coup, quand il y a une IST, cela ne veut pas forcément dire que la personne a été infidèle. Il y a des IST qui sont contractés même bien avant le couple que vous formez actuellement et qui peuvent se révéler dû à une immunodépression que vous faisiez face lors de votre couple. La conduite à tenir personnellement, c'est d'aller d'abord vers le personnel médical. Et comme je viens de dire, si vous ne pouvez pas le dire directement à votre partenaire, immiscez le médecin ou quelqu'un de confiant. Et s'il y a des enfants, faites le traitement des enfants aussi. Je suis totalement d'accord avec les panélistes tout à l'heure qui disaient que les infections sexuellement transmissibles ne sont pas seulement contractées par voie sexuelle. Donc j'exhorte tout le monde à prendre des dispositions idoines pour ça. Et je profite de l'occasion également pour remercier Bamisola officiel et tous ceux qui ont mis en place cette sensibilisation. Et c'est vrai que je ne dirais pas que je suis contente pour l'effectif qu'on a eu, parce que j'aurais aimé voir encore plus la jeunesse béninoise représentée. Mais déjà, c'est déjà un premier pas et je suis vraiment contente de la tournure des choses. Je suis contente de tout ce qu'on a pu faire, les jeux, les questions. Vraiment, c'était un débat ouvert, sans tabou. Je pense qu'on a eu à discuter de beaucoup de choses. A priori, on est revenu plusieurs fois sur l'importance de la communication dans le couple. Je pense que ça part déjà de là. Et aussi, j'irai un peu plus loin, je dirais que ça commence à partir de l'éducation. Nous devons être ouverts d'esprit. Alors, je ne sais pas si je dirais que j'ai la chance d'être issue d'une famille assez ouverte d'esprit où j'ai l'occasion de parler de sexe et de tout sujet sans tabou. Donc, j'aimerais exhorter les parents à faire ces exercices-là avec leurs enfants. Ça part déjà de là. Parce que quelqu'un qui est déjà crispé et qui n'a pas cette ouverture d'esprit-là ne peut pas l'emmener dans un couple. Alors si tu as envie de parler de sexe ou des infections sexuellement transmissibles avec ton partenaire, mais que tu vois qu'il est réticent, ça frustre un peu. Donc ça peut bloquer les choses. Voilà. Pas manquer le dépistage tous les 3 mois. Abstinence, bonne fidélité et préservatif.